Bonjour les amis, histoire de me distraire en ces temps de Mistral. Oui, parce que le Mistral, ça fait bientôt 3 semaines qu'il tape. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire que c'est sérieux. Alors il fait très beau, mais alors il fait très froid. D'abord, il fait 6, 7 le matin, mais avec le Mistral, on a l'impression qu'il fait -50, quoi. On se croit à Magadan, en Russie. On a l'impression que Vladimir Poutine a lancé son offensive et est arrivé à Brest-Finistère. Il s'est pas arrêté à Brest-Litovsk, il s'est arrêté à Brest-Finistère. Bon, j'avais l'intention, je viens de le dire, histoire de me distraire et de nous distraire un peu, de faire une cartouche sur divers sujets. Je vais la limiter à ce qui se passe en France, parce qu'il se passe des choses graves concernant la liberté d'expression. Celle-ci est étonnamment menacée. Quand je dis étonnamment, c'est-à-dire que ça prend des proportions tous les jours tout à fait extraordinaires. Chacun sait très bien ce que je pense des dérives néofascistes de ce pouvoir, de cet extrême centre, des rapports très particuliers qu'Emmanuel Macron entretient avec les libertés publiques. Emmanuel Macron et sa bande entretiennent avec les libertés publiques, mais là, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, en début d'après-midi, j'ai appris que Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, parlementaire donc, était convoquée par la police pour un communiqué pris par son groupe. Elle est communiquée à sa qualité de présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, parlementaire, députée, dotée de l'immunité parlementaire qui est destinée, et là on le voit, ce n'est pas un privilège, c'est le moyen de protéger les législateurs des empiètements du pouvoir exécutif. Et aujourd'hui, le pouvoir exécutif, il ne se gêne pas. Bien, donc, convocation de Mathilde Panot pour un communiqué, il suffit de le lire, du 7 octobre, qui était assez balancé. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, il était, sur le plan politique, frappé d'une certaine prescience. Il disait voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, moyennant quoi, ils avaient quelques raisons à ce moment-là de s'inquiéter. Le mot de Hamas n'est pas prononcé, enfin n'est pas écrit une seule fois. Bon, je vous le présente là, je vous laisse le temps un petit peu de le lire pour constater que prétendre qu'il y a là une apologie du terrorisme est inepte, absurde. Mais ce n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas gratuit parce que, en ce moment, et je l'ai dit en commençant, la liberté d'expression est très menacée chez nous. Alors, je vais radoter, mais ça, vous devez commencer à en avoir l'habitude. Je vais radoter en rappelant quels sont les principes qui gouvernent la liberté d'expression dans la République française. C'est d'abord, essentiellement, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, celle de 1789, qui a comme particularité d'être intégrée à notre Constitution. Elle en fait partie. Donc, ce qu'elle dispose, ce qu'elle édicte, est applicable, opposable et même opposable à la loi. Bien. Donc, cet article 11 prévoit que la liberté d'expression est absolue. La liberté de conscience est absolue, c'est-à-dire que vous avez le droit de penser ce que vous voulez dans votre tête, encore heureux, dirais-je. La liberté donc religieuse, la liberté d'opinion, tout ça. En revanche, la liberté d'expression, qui, dans le principe absolu, peut être, s'il y a un intérêt général, qui le nécessite peut être limitée, elle peut être encadrée. Bien. Donc, il y a des lois qui prévoient ça, qu'on ne peut pas injurier son voisin, on ne peut pas le diffamer, on ne peut pas exprimer du racisme, c'est-à-dire que lorsqu'on vient dire le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est une bêtise. J'allais utiliser un mot encore plus fort. C'est une bêtise si c'est une opinion. On a le droit d'être nazi dans sa tête. Comme il n'y a pas d'appareil qui permet de savoir ce que vous pensez. C'est l'expression. Et c'est donc l'article 11. Article 10, absolu. Article 11, absolu, mais pouvant être limité. Alors, pour qu'on puisse la limiter, il faut qu'il y ait une décision du législateur. C'est-à-dire qu'il faut que la loi le décide. Il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait un vote. Et ça, c'est la façon dont les limites sont définies, de façon très stricte d'ailleurs, parce que cette loi est d'interprétation stricte, dire vous ne pouvez pas dire ça de cette façon, vous ne pouvez pas faire ça. Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, ou très peu en tout cas, ou très peu de pouvoir d'appréciation pour savoir si la loi qui encadre la liberté d'expression a été violée. Alors j'ai parlé du juge parce que justement,
le contrôle de l'abus de la liberté d'expression ne peut se faire qu'a posteriori. On ne peut pas décider, comme l'avait fait M. Manuel Valls, à l'avance d'interdire un spectacle de Dieudonné en disant, comme il va dire des méchancetés, comme il va dire des choses que je n'aime pas, eh bien, je propose de l'interdire a priori. Non. Alors, le Conseil d'État, à l'époque, avait fait preuve de complaisance, n'avait pas voulu le désavouer, et avait changé sa jurisprudence. Il est revenu à plus de considération aujourd'hui, et la jurisprudence, elle est bien qu'on ne peut pas contrôler a priori la liberté d'expression en disant « Ah, elle va être ceci, ah, elle va être cela ». Non, non, non. On contrôle a posteriori. Celui qui s'exprime, il prend ses responsabilités. Et il peut avoir des ennuis. Et il peut avoir des ennuis. Donc, contrôle a posteriori, et celui qui va contrôler, celui qui va provoquer les ennuis du contrevenant, eh bien, c'est le juge. C'est le juge qui peut dire si ça a violé la loi ou si ça ne l'a pas violé. Bien. Donc, ça, ce sont des principes extrêmement importants. Deuxième chose importante à rappeler, c'est que la liberté de manifestation et la liberté de réunion sont des modalités d'exercice de la liberté d'expression. Par conséquent, on ne peut pas interdire a priori une manifestation et on ne peut pas interdire a priori une réunion. Alors, là, on va me dire, oui, mais attendez, il y a des réunions qui sont interdites. Oui, parce qu'il y a un critère. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'on fait une réunion ouverte au public, lorsqu'on fait une manifestation où on invite le public à venir, on invite les gens à s'y rendre, on fait on fait une déclaration. C'est le régime, là on est sur le masculin, c'est le régime de la déclaration. C'est pas le régime de l'autorisation préalable. Il y avait une tentative qui avait été faite dans les années 70 d'assortir un certain nombre de manifestations de la liberté d'expression d'une autorisation préalable. Le Conseil constitutionnel a considéré que c'était contraire à la Constitution. Bien. Donc, on fait une déclaration. Et là, on va se mettre d'accord avec l'autorité en charge du respect de l'ordre public. Parce que c'est vrai qu'il y a des réunions qui peuvent porter atteinte à l'ordre public et il y a des manifestations qui peuvent porter atteinte à l'ordre public. Donc, il faut simplement que les risques soient avérés et soient particulièrement graves. On l'a bien vu, d'ailleurs, avec la manifestation de dimanche dernier qui mélangeait un peu tout. Ça, bon, c'est malheureusement, avec les gens de LFI, on court toujours ce risque. Elle s'est un peu transformée, semble-t-il, en manifestation de soutien à la cause palestinienne, mais il y avait tout un tas de choses dedans. Bon, en tout cas, peu importe. Ça, c'était ce que LFI voulait faire. Cette manifestation avait été interdite. Il va y avoir des troubles à l'ordre public. Le juge administratif qui juge les décisions administratives est celui qui peut décider si on interdit pour cause de risque de trouble à l'ordre public, c'est le préfet ou le maire. Bien, donc, dans ce cas-là, cette décision avait été prise de l'interdire. Le juge administratif a dit, je ne vois aucun risque d'atteinte à l'ordre public et par conséquent, je suspends la décision de l'administration, la décision du préfet. Bien, on a bien vu ce qu'il en était. On a bien vu le caractère liberticide de la décision de M. Nunez, mais qui est un habitué. On sait très bien, hein, le petit domestique de M. Darmanin, qui avait décidé d'interdire cette manifestation, non pas parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public, mais à cause de son contenu. Elle s'est déroulée sans aucun problème. Il n'y a eu aucune anicroche. Ce qui montre bien que le motif qui avait été invoqué par M. Nunez n'était absolument pas fondé. En ce qui concerne les réunions, c'est la même chose. Alors malheureusement, la France, qui était un pays attaché à la liberté d'expression, attaché aux libertés publiques, les a vus se dégrader sans qu'il y ait beaucoup de réactions. Et j'ai trouvé assez significatif le débat qui a eu lieu autour des réunions de Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Lille, et puis il y en avait une autre ailleurs, qui ont été annulées et interdites. Et dans le même temps, une réunion qui avait lieu à Bruxelles avec un des chefs d'État d'un des pays de l'Union européenne, Viktor Orban, et Éric Zemmour, qui ont organisé une réunion à Bruxelles, et la police est rentrée pour la faire cesser, ce qui était tout à fait sidérant. Sidérant. Donc,
violation totale, alors bien évidemment, des principes français que j'ai rappelés, mais également les principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien, donc j'ai entendu dire que l'interdiction de Zemmour, c'est bien fait, et puis hop, après les anti-Mélenchon, l'interdiction de Mélenchon, c'est bien fait, et certains ont réussi, hein, quelqu'un qui s'appelle Pablo Vivien, quelque chose comme ça, sur je ne sais plus quelle chaîne, venant dire, ah oui, mais attendez, Zemmour, oui, c'est normal qu'on interdise, et Mélenchon, c'est pas normal, c'est pas la même dynamique. Qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est pas la même dynamique. Si, c'est exactement et rigoureusement la même chose. La liberté ne se divise pas. Et on m'oblige à rappeler ce que disait ma camarade communiste Rosa Luxembourg, la liberté d'expression est d'abord et avant tout celle de celui qui ne pense pas comme moi. Alors, c'est voilà un petit peu comment se posent les questions de liberté d'expression générale dans notre pays, et ça permet de constater à quel point elles sont en ce moment lourdement attaquées. Et je dirais que lorsque l'on entend euh, les gens de LFI se plaindre des mesures à leur encontre, de la répression dont ils sont l'objet, la répression de leur liberté d'expression, on se dit qu'ils auraient peut-être été mieux avisés d'éviter de se lancer systématiquement dans une demande constante de censure de leurs adversaires. Les manifestations devant CNews, alors je ne regarde pas CNews, hein. Je suis le premier à reconnaître que c'est une télé-poubelle, mais je suis tout à fait désolé, ça s'appelle la liberté d'expression. La façon dont celle-ci est contrôlée, dont les abus sont réprimés concernant ces news, on va en reparler quand on va parler de ces fameuses histoires d'apologie du terrorisme. Toujours est-il que de l'autre côté, à droite, à l'extrême droite, enfin, on appelle ça d'ailleurs, et ça ne m'intéresse pas beaucoup, à droite, à l'extrême droite donc, je me répète, eh bien, on est très content quand la gauche et l'extrême gauche se font interdire. On est ravis. C'est Sébastien Chenu, un député Rassemblement national, vice-président de l'Assemblée nationale, qui vient triomphalement lorsqu'il apprend que la réunion dans Jean-Luc Mélenchon est annulée. Eh bien, il fait un tweet en hurlant victoire, hein, en montrant un gros muscle, un émoji de gros muscle, montrant bien l'amour qu'il a pour la liberté d'expression. Alors, je m'étais permis d'un petit tweet qui, semble-t-il, lui a déplu sur le réseau, et il est venu dire que c'était à cause du risque de trouble à l'ordre public, n'hésitant pas à se moquer du monde. Bon, alors donc voilà pour ce qui concerne la triste situation de la liberté d'expression dans notre pays, mais tout ce petit monde ferait bien de se ressaisir et de savoir que se réjouir de ce qui arrive à l'autre, on ne va pas repasser par la fameuse citation du pasteur Niemöller, mais simplement dire, bah, écoutez, si vous vous réjouissez qu'on tape sur votre adversaire, dites-vous bien que vous serez le prochain. Hein. Et le macronisme en est un magnifique exemple. Alors, l'apologie du terrorisme. Ah, l'apologie du terrorisme, il y a eu le 7 octobre. 7 octobre, qui est un événement tout à fait considérable. C'est un événement qui est considérable pour Israël. Ça a été un ébranlement total. Il y a ce qui s'est passé ce jour-là, et ça, je crois qu'il s'est passé un certain nombre de choses et probablement des horreurs. Je dis probablement parce qu'il y a tout un travail qui est fait par la presse israélienne. Hein. La presse française ne dit pas grand-chose. La presse israélienne pour savoir ce qui s'est réellement passé. Au-delà de ça, au-delà de ce qui s'est réellement passé, du caractère extrémiste du Hamas et de son caractère terroriste, qui est reconnu par certains, pas par d'autres, mais ce n'est pas tellement, c'est pas tellement le débat. Mais cet événement fondamental a été fondamental pour Israël, qui s'est rendu compte et qui a mesuré à quel point il était dans l'insécurité. C'est un traumatisme national que je comprends parce que Israël a été créé pour qu'il y ait un État-nation territorial des Juifs dans lequel ils auraient été en sécurité. Ils se sont aperçus à ce moment-là qu'ils n'étaient pas en sécurité. Alors les responsabilités, ça, c'est également aux historiens d'en faire état ou aux politiques, mais ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Alors,
le 7 octobre, traumatisme important, et de l'autre côté, la cause palestinienne qu'on n'entendait plus du tout est venue tout d'un coup au centre de l'actualité mondiale, au centre de l'actualité mondiale. À la suite du 7 octobre, le gouvernement israélien, c'est pas mentir que de dire qu'il est dirigé par des extrémistes de droite, enfin, je ne sais pas si on doit dire de droite, mais des gens, des suprémacistes, des millénaristes, des gens qui s'appuient sur des concepts religieux pour mettre en œuvre une stratégie particulière. Et par conséquent, ce gouvernement a lancé une opération militaire d'une violence extraordinaire qui se résume à un épouvantable massacre dans la zone de Gaza. Mais il ne faut pas oublier ce qui se passe aussi en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a eu, depuis le 7 octobre, plus de civils tués par l'armée, par les colons, qu'il y a eu de civils tués par le Hamas le 7 octobre. Bien, toujours est-il que c'est une donnée particulière que la façon dont Israël a mis en œuvre une stratégie avec des objectifs, elle n'en a atteint aucun, et depuis 6 mois, c'est un véritable massacre que les juristes, dont je suis d'ailleurs, hein, j'assume très bien ça, parce que j'ai un peu étudié les conventions de 48, les juristes qui ont suivi les procédures devant la CIJ, les juristes de la CIJ qui, eux, ont parlé de risque de génocide en identifiant les critères et les causes. Toujours est-il que ça s'apparente, en tout cas, c'est en débat, à un génocide. Alors, euh, dans cette bataille de communication à l'échelle du monde, parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans le sud global, l'effondrement de la réputation d'Israël, c'est extraordinaire. La vitesse, et ce sont des Israéliens qui dénoncent cet état de fait, la vitesse à laquelle tout ça s'est effondré, et le rapport de force à l'échelle mondiale et l'isolement de plus en plus important d'Israël, euh, et je dirais des pays occidentaux qui le soutiennent. Il y a bien évidemment les États-Unis, la France a financé, elle s'est opposée à certaines résolutions du Conseil de sécurité, elle en a voté d'autres, mais elle n'a pris aucune mesure pour le faire appliquer, c'était celle du cessez-le-feu. Les Américains s'étant abstenus, donc la position de la France s'est due en même temps, en permanence, n'est pas dépaysée avec M. Emmanuel Macron. Alors, euh, dans le même temps, il y a un certain nombre de phénomènes qui se sont produits chez nous. Il y a une forte communauté juive qui est très active. Il y a une forte, la plus forte d'Europe, communauté musulmane qui a des sympathies évidentes. On ne va pas se détourner de ça. Elle a des sympathies évidentes pour la cause palestinienne. Eh bien, cette communauté musulmane, jusqu'à présent, ne s'est pas tellement manifestée, même si elle n'en pense pas moins. Elle regarde tout le temps Al Jazeera, et c'est une réalité qu'il faut connaître. Or, c'est le moment qu'ont choisi les institutions françaises, je pense en particulier à la justice, pour se lancer de façon effrénée dans une répression de la soi-disant apologie de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que le positionnement qu'on adoptait, vous pouvez soutenir ce qui s'était passé, les atrocités du Hamas, ça c'est de l'apologie du terrorisme, il y a strictement rien à dire. C'est aussi de l'apologie du crime de guerre et de l'apologie du crime contre l'humanité, c'est évident. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que toute appréciation critique de la politique israélienne, tout avis balancé sur les causes qui ont amené au 7 octobre vous expose à des poursuites devant les tribunaux correctionnels pour apologie du terrorisme. C'est absolument incroyable. On a à peu près, c'est au doigt mouillé, hein, le Monde, il y a quelques semaines, avait dit 320, je crois qu'on doit être autour de 350. J'ai vu passer pas mal de procédures. Il y a des procédures qui ont déjà donné lieu à des condamnations, et puis des procédures qui sont actuellement en cours. Mais quand on voit les incriminations, tiens, je vais vous en montrer une là, hein, vous pouvez la lire, c'est quand même assez extraordinaire de voir ce que, à ce moment-là, on reproche à quelqu'un d'avoir dit en disant, voilà, vous avez fait l'apologie
d'atrocités commises par un mouvement terroriste. Alors, ce que vous voyez, c'est un extrait d'une citation correctionnelle, hein, la personne est convoquée. Donc voilà ce qu'elle a dit, ce qu'elle a écrit sur Twitter. Elle critiquait des gens. Ils ont soutenu la résistance ukrainienne, mais ne soutiennent pas la résistance palestinienne menée par le Hamas, alors que les 2 ont la même finalité, récupérer un territoire volé. Eh bien voilà, voilà ce que le parquet considère et poursuit en correctionnel. Et je pense que la personne court de grands risques, en l'état actuel du rapport de force, je pense que la personne court de grands risques de se voir condamnée pour avoir critiqué les gens qui soutiennent la résistance ukrainienne, mais n'ont pas soutenu la résistance palestinienne conduite par le Hamas jusqu'à nouvel ordre. Le Hamas, aujourd'hui, est probablement le plus important. L'autorité palestinienne est un peu disqualifiée. Le Hamas, que ça plaise ou non, est un mouvement qui conduit la résistance palestinienne. Et on va rappeler d'ailleurs, on fait un peu de droit de temps en temps, que dans la mesure où il s'agit de territoires occupés, et Gaza était un territoire occupé. Je veux dire, ah ben mais non, les Israéliens n'étaient pas à l'intérieur. C'est une plaisanterie, la façon dont il était enfermé, l'absence totale de souveraineté, enfin, faisait que c'était un territoire occupé. Et par conséquent, le droit international considère que résister à une occupation coloniale fait partie du droit international. C'est une légitimité qui lui est accordée. Bien, donc, enfin, au peuple colonisé. Toujours est-il que ça, c'est pour cette incrimination, mais il y en a des dizaines et des dizaines, dont certaines ne parlent même pas du Hamas, comme par exemple le communiqué du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée nationale. Prétendre qu'il s'agit là d'apologie du terrorisme, et qu'on ne vienne pas me dire oui, mais elle ne sera pas jugée ou elle sera relaxée. Non, le fait que le parquet, qui a semble-t-il été saisi par une association qui s'est fait un métier je ne sais pas si elle a des capacités à rester en justice, on verra, je vais regarder, jeter un coup d'œil plus précis là-dessus, mais ce que je constate, c'est que le parquet poursuit, c'est-à-dire qu'il fait une enquête préliminaire. Alors, à la fin de cette enquête préliminaire, il va peut-être prononcer un classement sans suite. C'est possible, et je dirais même probable, parce que j'imagine le tollé de cette mesure. En attendant, le parquet n'a pas pu lancer cette procédure d'enquête préliminaire sous son contrôle, sans d'abord que lui en ait pris la décision. Mais enfin, ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Il y a eu là les directives données par le garde des Sceaux, dès le début d'ailleurs, disant poursuivez sans relâche, etc. On est à près de 650, je l'ai dit, procédure. Il y a déjà eu pas mal de condamnations. Alors il faut savoir que les condamnations, hein, elles aboutissent d'abord à une peine qui peut être de principe, de prison avec sursis, mais elles ont été assez lourdes. Il y a classement fichier S et vous ne pouvez pas déménager sans prévenir la police, d'où vous allez aller. C'est très intéressant. Donc, le fait, Mathilde Panot, qui a signé, peut-être rédigé ce communiqué, pourrait être considérée comme une terroriste affreuse et par conséquent ne plus avoir le droit de déménager sans prévenir. Voilà. Bon, donc, je veux dire, cet acharnement, euh, il est la caractéristique d'un soutien de l'État français au travers de ses institutions, et donc par conséquent son institution judiciaire, d'un soutien de l'État français à, je veux dire, une orientation pro-israélienne. Bon, orientation pro-israélienne qui doit se manifester au plan politique, mais qui ne peut pas se manifester au plan du fonctionnement des institutions, et en particulier d'une institution qui s'appelle la justice, dont le principe absolu est l'impartialité. Les parquets doivent faire preuve de mesure et aussi d'une forme d'impartialité. Il n'y a pas de directives individuelles qui peuvent être données, mais le parquet est hiérarchiquement soumis à la place Vendôme, au garde des Sceaux. Donc le vrai patron de tout ça, il s'appelle comment? Il s'appelle Éric Dupond-Moretti. Et quand on le connaît un peu, on sait très bien qu'il n'y a aucun problème en ce qui le concerne pour mener une répression aussi féroce
de la liberté d'expression. Il n'aime pas les libertés publiques, au contraire de ce qu'il va raconter sur les plateaux, ou qu'il allait raconter sur les plateaux, parce que peut-être que maintenant, après avoir juré qu'il ne serait jamais garde des Sceaux, pardon, il n'y va plus souvent. Alors, donc, on a déjà cet acharnement procédural et cette répression. Mais on a un deuxième problème, c'est qu'il y a eu, depuis le 7 octobre, des dizaines, voire des centaines d'expressions de racisme anti-arabe, anti-palestinien. Il y a les Palestiniens, par M. Meir Habib, ont été traités de cancer sur une radio communautaire. Il y a eu des mises en cause relativement récemment. Rima Hassan était présentée comme une antisémite quasiment génétique, je crois, sans que personne ne bouge d'ailleurs sur le plateau. Euh, il y a eu sur une radio pardon, une télévision qui est I24, il y a eu des déclarations sur le plateau hallucinantes de suprémacisme, d'appel à l'extermination, d'appel à massacrer les Palestiniens. On a eu des apologies de crimes de guerre, c'est une infraction pénale prévue par le Code. On a eu des apologies de crimes contre l'humanité, c'est également une infraction prévue par le Code pénal, et là, rien. Rien, pas une procédure déclenchée, ce qui montre bien que les 600 et quelques procédures pour apologie du terrorisme lancées contre des gens qui critiquent l'État d'Israël, de façon plus ou moins mesurée, ce n'est pas le problème, hein, on voit bien qu'il s'agit d'un soutien au gouvernement israélien. C'est-à-dire que le deux poids, deux mesures, le double standard, il a une valeur politique. Il a une valeur politique et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. Parce que, on sait bien que ces poursuites pour apologie du terrorisme sont totalement partiales et en général au plan juridique inepte. Et deuxièmement, l'abstention totale, le double standard de poursuite d'infraction, celle-là largement avérée, non seulement ça délégitime les premières, mais également la combinaison des deux démontre à quel point il ne s'agit pas de faire respecter la loi, mais de soutenir, par le biais d'une institution qui devrait être la plus impartiale qui soit, de soutenir un gouvernement étranger. Et ça, cette situation que l'on connaît depuis maintenant 6 mois. Je me rappelle, au bout de quelques semaines, quelqu'un avait dit, c'était sur Facebook, je crois, oui, nous sommes séquestrés depuis quelques semaines dans un meeting du Likoud. J'ai un peu l'impression que ça devient pire, hein. C'est plutôt les autres mouvements, ceux de Ben Gvir ou de je ne sais qui encore, qui sont les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Alors, ce problème, il est quand même très grave et très sérieux. Moi, je suis saisi, je vois passer énormément de cas particuliers, de personnes qui sont poursuivies, de personnes qui sont confrontées à des problèmes personnels, des problèmes sociaux importants, qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas pu accéder à telle ou telle fonction parce qu'on leur a reproché, ils avaient une procédure, parce que beaucoup des procédures sont là pour intimider, mais d'autres pour condamner. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à Mathilde Panot est l'exacerbation de cette dérive. Et on avait même eu Madame Aurore Berger. Alors vous allez me dire, ah oui, mais Aurore Berger, on sait très bien la calamité hein, de cette espèce de girouette permanente qui était venue dire, où voulez-vous qu'elle vienne le dire, dans une radio communautaire, qu'elle allait sucrer toutes les subventions à des associations qui n'avaient pas dit ce qu'il fallait dire sur le 7 octobre. Donc, et là, ça va être ma conclusion, je crois qu'on est en risque. Ma conclusion, c'est la citation de Roland Barthes disant « Le fascisme, ce n'est pas simplement d'empêcher à dire, mais c'est de forcer à dire. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est en train de se produire vise à imposer et à vous obliger à avoir une analyse et à exprimer une analyse sur ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est celle qui convient au gouvernement israélien. Je pense que c'est plus qu'une mauvaise action. Voilà, j'ai été long, hein, mais je crois qu'il y a un peu le feu à la maison. À bientôt.